sur l'ordinateur. Donc ça enregistre. Bon, tu me dis quand tu es prête. Oui, je suis prête. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de l'ASPA pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le docteur Hatchad pour parler de l'aspergillose invasive en réanimation. Bonjour docteur Bonjour. Hatchad. Bonjour. Pour commencer, peux-tu nous faire quelques rappels de mycologie et nous décrire la physiopathologie des aspergilloses invasives? Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Aspergillus, c'est un champignon filamenteux septé non pigmenté. Il en existe environ 250 espèces, mais dont moins de 40 seraient pathogènes chez l'homme. En grande majorité, l'espèce responsable d'aspergillose invasive chez l'homme, c'est Aspergillus fumigatus, suivi d'Aspergillus flavus, niger, puis tereus. C'est un champignon qui est ubiquitaire dans l'environnement, qu'on va retrouver dans la terre, dans les débris végétaux en voie de décomposition, et sur les surfaces, dans l'air, etc. On le retrouve sur tous les continents, même en Antarctique, et il y a même des publications sur des isolats d'Aspergillus dans l'ISS. Évidemment, comme on en retrouve partout, et ben, il y en a aussi dans les hôpitaux. Et donc, il y a un certain nombre d'études récentes sur le microbiote des hôpitaux qui a retrouvé la présence d'aspergillus un peu partout, dans les blocs opératoires et dans les réanimations, que ce soit dans les chambres, dans le poste de soins infirmiers, etc. C'est un champignon qui va être capable de provoquer tout un spectre de pathologies chez l'homme, dont l'expression va en fait dépendre du statut immunitaire de l'hôte. Chez l'hôte non immunodéprimé, on peut avoir des réponses de type allergique qui vont être liées à une réponse inflammatoire excessive à la présence de spores aspergillaires dans les voies aériennes. C'est ce qu'on appelle l'ABPA. Chez le patient qui présente une pathologie structurelle pulmonaire, on pourra voir se développer une forme chronique d'aspergillose. Et enfin, si l'hôte est immunodéprimé, alors ça c'est ce qu'on disait de manière classique et qui est en train de, un petit peu de changer, on va voir un peu plus loin, on peut observer la survenue d'aspergilloses invasives qui sont des pathologies d'évolution aiguë et qui sont associées à un pronostic sombre. La contamination se fait dans la grande majorité des cas par inhalation de spores, qui sont des spores de petite taille, qui font 2 à 5 microns, qui sont appelés conidies, et qui du coup peuvent se loger dans les sinus, les voies aériennes supérieures ou les alvéoles pulmonaires. Dans un tout petit nombre de cas, on peut également avoir des contaminations cutanées et d'origine digestive, mais ça reste quand même anecdotique. L'hôte va être protégé par un ensemble de mécanismes de défense, notamment la clairance mucociliaire qui va permettre d'évacuer les conidies hors des voies aériennes, et puis les macrophages alvéolaires qui vont faire de la phagocytose. Les cellules épithéliales alvéolaires vont également internaliser les conidies et agir comme une barrière anatomique. Toute altération dans ces mécanismes de défense va exposer l'hôte au développement d'une aspergillose invasive. S'il y a germination, donc s'il y a transformation de la conidie en IF, qui est en fait la forme filamenteuse pathogène du champignon, celui-ci va pouvoir traverser l'épithélium alvéolaire et la paroi des vaisseaux environnants et pouvoir également se disséminer aux organes à distance. Merci. Euh, et donc, quels sont les facteurs de risque de développer une aspergillose invasive qui sont spécifiques à la réanimation? Alors historiquement, l'aspergillose invasive, c'était une pathologie décrite chez les patients d'hématologie. Mais plus récemment, là, sur les dernières années, il y a de nombreuses études qui ont décrit une incidence d'aspergillose invasive élevée chez les patients de réanimation, qui serait comprise entre 6 et 57 pour 1000 admissions, ce qui fait des patients de réanimation la deuxième population à risque d'aspergillose invasive, avec du coup des facteurs d'hôtes, des facteurs de risque qui sont spécifiques. Et donc, les patients avec une grippe, un Covid-19, une BPCO modérée à sévère, une cirrhose décompensée, un VIH non contrôlé ou un cancer solide sont les patients à risque d'aspergillose invasive en réanimation. Et quel est le pronostic de cette aspergillose chez les patients de réanimation?
Alors, il est très mauvais. La mortalité chez les patients de réanimation, tout terrain confondu, hein, tous les terrains dont je viens de vous parler un peu tout à l'heure, la mortalité serait comprise entre 46 et 100% sur les séries publiées. Et, euh, et spécifiquement, tu nous as parlé de patients particuliers, et donc ceux qui ont déjà une infection virale respiratoire du type grippe ou Covid. Alors, oui, la survenue d'aspergillose invasive chez les patients de réanimation avec une pneumonie virale a été rapportée de manière croissante ces dernières années dans des publications. Les virus les plus fréquemment associés étant le virus influenza, donc c'est la l'IAPA, l'Influenza Associated Pulmonary Aspergillosis, et le SARS-CoV-2, donc c'est la CAPA, COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis, avec une augmentation des cas dans ce contexte qui est probablement en rapport avec l'identification de ces patients comme patients à risque d'aspergillose invasive, ce qui facilite le diagnostic. Chez les patients qui sont hospitalisés pour une grippe sévère en réanimation, l'incidence de l'IAPA serait comprise selon les séries entre 8,5 et 30%. La majorité d'entre eux ne sont pas immunodéprimés avant l'admission en réanimation. Le virus le plus fréquemment associé, c'est le virus influenza A, avec un diagnostic qui est posé 3 à 6 jours en médiane après l'admission en réanimation, avec une mortalité qui reste très très élevée, hein, qui serait comprise entre 19 et 67% selon les séries, ce qui est à comparer à la mortalité des patients admis en réanimation pour une grippe mais sans aspergillose, qui serait plutôt de l'ordre de 20%. En ce qui concerne la CAPA, donc l'aspergillose invasive associée à la Covid-19, l'incidence selon les séries serait comprise entre 0 et 39%, avec un délai entre l'admission en réanimation ou la mise sous ventilation mécanique, ça dépend des papiers, et le diagnostic compris entre 4 et 23 jours, et la mortalité serait comprise entre 30 et 100%. Il y a des données contradictoires sur une participation de l'administration de corticoïdes dans la physiopathologie de la CAPA. Merci. Merci pour la réponse très complète. Et tu nous as un peu commencé à dire, mais au niveau de la démarche diagnostique de l'aspergillose invasive, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, des critères diagnostiques pour les maladies fongiques invasives ont été publiés donc, il y a longtemps, hein, en 2008, par l'EORTC MSG, et qui ont été actualisés en 2020. Et en fait, ces critères diagnostiques étaient destinés déjà en premier lieu à la recherche et puis centrés sur les patients d'hématologie et donc non adaptés à nos patients de réanimation, hein, qui ont des facteurs de risque spécifiques. Et donc, pour ce qui est des patients de réanimation, il y a une définition consensuelle des infections fongiques invasives qui a été publiée l'année dernière dans Intensive Care Medicine, qui inclut des critères d'hôtes centrés sur les patients de réanimation dont on a parlé tout à l'heure, donc la Covid, la grippe, la cirrhose décompensée, la BPCO ou le VIH non contrôlé. Donc, le diagnostic de certitude d'aspergillose invasive, il reste histologique. Donc, le diagnostic n'est prouvé que lorsqu'on a une histologie qui documente la présence du champignon sous forme pathogène, donc sous forme d'IF dans les tissus, ou encore en cas d'hémoculture positive, mais ça c'est très très rare, même dans les formes disséminées. Quand il n'est pas possible d'obtenir ce diagnostic histologique qui est invasive, on a des aspergilloses invasives probables ou possibles en fonction de 3 critères, hein, selon que le patient répond à un critère d'hôte, un critère clinique et un critère mycologique. Le critère d'hôte a été actualisé en retenant les critères spécifiques à la réanimation. Le critère clinique correspond en fait à la présence d'opacité compatible au scanner, et le critère mycologique correspond à une culture positive dans un LBA, une aspiration bronchique ou des biomarqueurs, donc un galactomannan positif dans le sang, le LBA ou le LCR, pardon, ou 2 PCR positifs dans le sang, le LBA, ou une PCR positive dans le sang et dans le LBA. Si on a l'ensemble de ces 3 critères, donc critères d'hôte, critères cliniques et critères mycologiques, on parle d'aspergillose invasive probable. Et s'il manque un critère mycologique, l'aspergillose, elle est possible.
Ce sont des critères qui sont plutôt développés pour la recherche clinique que pour l'utilisation en pratique au lit du malade. Il faut quand même retenir que le diagnostic, il est très difficile. Il y a un certain nombre d'études autopsiques, notamment celle de Tejerina dans la revue Mycosis en 2019, qui porte sur 25 patients décédés en réanimation avec un diagnostic post-mortem d'aspergillose invasive. Et donc, cette étude montrait que le diagnostic n'était établi antémortem que dans 40% des cas. Merci. Et justement, tu parlais du scanner. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir en cas d'aspergillose invasive? Alors, les constatations scanographiques, elles sont variées et elles ne sont pas pathognomoniques. Donc, il y a décrit des nodules, des masses, des consolidations, de l'épanchement pleural. Le fameux signe du halo qui correspond en fait à un nodule entouré de verre dépoli, donc qui correspond en fait à de l'hémorragie intra-alvéolaire secondaire à l'angio-invasion. Et puis plus tardivement, on peut observer un croissant gazeux ou une excavation qui sont liées en fait à la nécrose du nodule aspergillaire initial. Donc ça, ce sont les lésions qui sont décrites dans l'aspergillose invasive chez le patient d'hématologie et qui sont en fait moins fréquemment observées chez les patients de réanimation. Il faut aussi noter que ces lésions peuvent coexister, évoluer avec le temps et puis même être absentes. Merci. Et qu'est-ce qu'il faut retenir là du diagnostic microbiologique? Alors, puisque l'obtention d'un diagnostic histologique est difficile la plupart du temps, il semble nécessaire d'adopter une approche qui va combiner la culture standard et puis les dosages des biomarqueurs et les PCR aspergillaires dans les prélèvements respiratoires et dans le sérum, avec une performance diagnostique de ces examens qui est somme toute limitée. En termes de biomarqueurs, on peut utiliser le dosage du galactomannan, qui est un antigène polysaccharidique qui est présent dans la paroi cellulaire des espèces d'aspergillus et qui peut être libéré dans le sang ou dans d'autres liquides corporels dès le début de l'invasion aspergillaire. La sensibilité du dosage du galactomannan est plus élevée dans le LBA que dans le sérum. On peut également utiliser les PCR aspergillaires dans le sérum, le plasma ou le LBA, ou dans tout autre prélèvement profond en rapport avec l'infection. Il faut quand même retenir qu'il existe de nombreuses PCR différentes qui n'utilisent pas les mêmes cibles et qui ont des performances diagnostiques variables. Par contre, le 1,3-bêta-D-glucane dans le sérum n'a pas de spécificité suffisante pour le diagnostic d'aspergillose invasive chez les patients de réanimation. Merci. On a compris que le diagnostic n'était pas évident. Et du coup, pourrais-tu nous expliquer un petit peu comment et quand doit-on traiter ces patients d'aspergillose invasive en réanimation? Alors, donc la première chose à retenir, c'est que la plupart des études de bonne qualité méthodologique portant sur le traitement des aspergilloses invasives ont inclus en grande majorité des patients d'hématologie et que donc on extrapole le résultat de ces études à nos patients avec les limites de ces extrapolations. Donc, depuis l'étude de Herbrecht dans le New England en 2002, le voriconazole est recommandé comme traitement de première ligne de l'aspergillose invasive. Plus récemment, une étude de Martin et al. Publiée dans le Lancet en 2016 a démontré la non-infériorité de l'isavuconazole par rapport au voriconazole dans le traitement des infections invasives à filamenteux, avec en plus une diminution significative des effets indésirables associés au traitement. Et donc, l'isavuconazole est recommandé au même titre que le voriconazole comme traitement de première ligne de l'aspergillose invasive. Le posaconazole a également montré sa non-infériorité par rapport au voriconazole dans une étude récente publiée dans le Lancet en 2021. Et enfin, l'amphotéricine B liposomale et les autres formulations lipidiques restent des alternatives possibles au voriconazole. Par contre, les échinocandines ne doivent pas être utilisées comme traitement de première ligne dans l'aspergillose invasive. Il y a quelques études chez des patients intolérants aux azolées ou avec une forme réfractaire d'aspergillose invasive qui retrouvent une réponse thérapeutique partielle ou parfois complète. Et donc, les recommandations suggèrent de réserver les échinocandines au traitement de sauvetage en cas d'aspergillose réfractaire aux azolées.
En ce qui concerne la bithérapie, il existe des données de sous-groupes, par exemple l'étude de Marr en 2015, qui retrouvait un effet de la bithérapie candine plus voriconazole par rapport à voriconazole plus placebo, mais dans le groupe des patients avec anomalie radiologique et galactomanane élevée. Euh, des études supplémentaires sont nécessaires pour préciser l'intérêt ou non d'une bithérapie et à quel patient elle doit être réservée. Il y a de nouveaux traitements antifongiques qui sont en cours de développement, qui ont montré des résultats prometteurs dans le traitement des infections à champignons filamenteux. Leur place sera, dans le traitement de l'aspergillose invasive, sera à préciser. En ce qui concerne la durée de traitement, donc la durée de traitement, c'est recommandé, c'est 6 à 12 semaines, mais ça dépend du terrain et de l'évolution clinique et radiologique. Il faut contrôler les scanners après un minimum de 2 semaines de traitement ou plus rapidement en cas de mauvaise évolution clinique ou de situation un peu à risque. En ce qui concerne spécifiquement la réanimation, euh, les études PK/PD sur les antifongiques menées en réanimation ont démontré qu'il y avait une altération de la pharmacocinétique chez ces patients qui pouvait entraîner des concentrations suboptimales avec des effets indésirables et des conséquences sur le pronostic des patients. Notamment une étude qui montre que moins de la moitié des patients de réanimation vont atteindre la concentration cible de voriconazole dès le premier dosage. Donc il faut bien penser à monitorer les azolés. Merci. Et une dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a des résistances aux azolés dans les aspergilloses invasives? Alors oui, donc la littérature rapporte une émergence des souches d'Aspergillus résistantes aux azolés, en particulier les espèces du complexe Aspergillus fumigatus, qui pourraient être en lien avec l'augmentation de l'utilisation des azolés en médecine et dans l'agriculture. Cette résistance, elle est variable selon les pays, elle est quand même relativement élevée en Europe. En France, ça pourrait concerner entre 0,85 à 8% des souches d'Aspergillus fumigatus. Et donc, cela risque de poser de nouveaux défis thérapeutiques à l'avenir. Merci beaucoup, docteur Hatchal, pour ce beau tour d'horizon de l'aspergillose invasive en réanimation. Merci à vous pour votre écoute et vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et surtout pensez à bien vous abonner. Merci. Bon, mais c'était top. Ouais, ça va. Ah oui, bah oui, oui. Non, non, c'était bien. C'était très bien. Non, après le temps, je pense que ça fait ouais, peut-être un peu plus que 15 minutes, mais bon, jusqu'à 20 minutes, ça va, hein. Moi, je trouve que je vais pas limiter les gens dans le temps parce que c'est intéressant ce que tu dis et c'est important. Les gens, ils Ouais, écouteront quand ils veulent, c'est hein. tellement vaste comme sujet que c'est difficile Mais oui, de non, non, sélectionner.